hop, quelques instants pour vous partager la présentation de Solidatech. Donc, je pense que dans les grandes lignes, vous avez en tête qui nous sommes, à savoir un programme de solidarité numérique, dont le but, c'est d'aider les associations comme les vôtres à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Et en fait, on appartient à une coopérative d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est située dans les Deux-Sèvres et qui est membre du mouvement Emmaüs, dont le cœur du métier, c'est plutôt tout ce qui concerne la collecte et le réemploi de matériel informatique, de smartphones et de cartoucheries. Et on est né en 2008 de la rencontre entre ces ateliers du bocage d'une part et TechSoup d'autre part. TechSoup, c'est une ONG américaine qui est présente par le biais de partenaires comme nous un petit peu partout dans le monde. Nos bénéficiaires sont très largement des associations de loi 1901, même si on retrouve quelques autres statuts comme notamment les fondations RUP et les fonds de dotation. Et quelques chiffres clés depuis le lancement, il y a plus de 35 000 organisations désormais qui sont inscrites chez Solidatech. Depuis 2008, on a pu leur distribuer plus de 540 000 outils numériques à tarif réduit, ce qui représente presque 200 millions d'euros d'économies pour le secteur associatif par rapport à la valeur marchande. Donc, quand je dis qu'on aide en matière de numérique les assos, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Pas que, mais pour faire rapide aujourd'hui, principalement par deux biais. D'une part, l'outillage, d'autre part, l'accompagnement. En ce qui concerne l'outillage, vous avez tout notre catalogue de solutions et de logiciels que vous retrouverez sur notre site internet, avec aussi bien des solutions, on va dire, de grands noms, type Microsoft, Google, Adobe, etc., que des solutions françaises locales, comme c'est le cas avec TalkSpirit, Intia, Veit, etc. Comme vous pouvez l'apercevoir, on essaye autant que possible de couvrir un petit peu tous les besoins que vous pouvez avoir, donc de l'outil de comptabilité à celui de sécurité, en passant par la création graphique. En matière d'outillage, on retrouve aussi tout ce qui est matériel informatique, essentiellement reconditionné, vous l'aurez deviné, dans les ateliers du bocage dont je vous parlais tout à l'heure et qui est dont c'est le cœur de métier. Dernier slide pour ma part, c'est un petit aperçu de ce qu'on entend sur la partie accompagnement qui est à disposition du plus grand nombre. On a d'autres programmes de long cours dédiés à l'accompagnement par ailleurs, mais là au moins, je suis sûre que ça peut concerner tout le monde, avec le centre de ressources qu'on met à disposition sur notre site. Je reglisse que c'est ici d'ailleurs que vous trouverez le replay et le support de présentation du webinaire du jour. Vous y trouverez aussi, par exemple, notre outil d'autodiagnostic qui vous permet d'évaluer la maturité numérique de votre association aussi bien rapidement que gratuitement. Des études de référence, les replays de nos autres webinaires, des conseils, des témoignages, etc. Et puis, on a d'autres catalogues aussi sur notre site, tels que celui sur les services, notamment de migration vers le cloud, et de diverses formations. C'est souvent des formations de sensibilisation à l'échelle d'une journée, on va dire, sur des sujets très variés. Ça va du RGPD à la communication digitale, en passant par l'animation de temps collectif à distance. Donc, voilà, je vous laisserai aller jeter un œil si ça vous intéresse. Cela étant dit, Fabien et Christopher, je vous laisse la parole. Merci encore pour votre présence aujourd'hui et bon courage. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Deux petites secondes. Je lance le partage. Est-ce que vous voyez mon écran? En principe, oui, moi je le vois en tout cas. Très bien. Ok, super. Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes nombreux, je vois qu'il y a 230 personnes. Avec Christopher, on est ravis. Donc, avec Christopher, on représente l'association SEO for Change. Notre association aide les autres associations dans l'amélioration de leur visibilité sur Internet via notamment le SEO. Aujourd'hui, on est en partenariat avec Solidatech pour faire cette présentation qui va durer un peu plus d'une heure avec, comme l'a dit Lorraine, des sessions de questions-réponses. Donc moi, je m'appelle Fabien, je suis entrepreneur et je suis aussi professeur de marketing digital et notamment de SEO à l'université. Et je laisse Christopher se présenter.
Donc, bonjour à tous, je m'appelle Christopher Appart, je suis consultant SEO, donc c'est mon métier tous les jours, de tous les jours, et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement et vous faire une vulgarisation des bases du SEO, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre le SEO sur les basiques. Donc, très rapidement, les objectifs de cette formation aujourd'hui, c'est vous faire découvrir le SEO, donc SEO ou le référencement naturel, et aussi vous aider à être autonome dans votre SEO. Donc, c'est assez ambitieux, mais déjà, si on arrive au moins à vous faire découvrir le SEO et à vous le faire comprendre les bases, déjà, on pourra dire que c'est réussi. Après, comme vous l'avez compris, vous aurez cette présentation qui sera à votre disposition si vous souhaitez aller plus loin. Donc, on va travailler 3 grandes parties. On va d'abord voir les bases du SEO pour votre association. Ensuite, on va voir comment optimiser son contenu, et on en parlera souvent avec Christopher, le contenu, c'est la chose la plus importante. Et enfin, on parlera de technique et de popularité. Christopher, à toi. Alors, qu'est-ce que le SEO? Alors déjà, le SEO, c'est un acronyme donc, qui veut dire Search Engine Optimization. Désolé pour mon accent anglais, qui veut dire tout simplement le référencement naturel. Le référencement naturel, principalement sur les moteurs de recherche, et celui qu'on utilise le plus souvent, c'est celui qui est Google. Donc le SEO, c'est une discipline qui regroupe en fait toutes les techniques. En fait, c'est toutes les techniques qu'on va utiliser pour optimiser un site Internet dans le but qu'il soit mieux référencé. C'est-à-dire que quand on tape une requête qui nous intéresse, pour que le site soit le plus haut possible dans les résultats de recherche, sans avoir à payer de publicité. Sinon ça s'appelle du SIA, mais on va voir ça après. On va parler tout de suite de la règle des 4 C. Code, conception, contenu, célébrité. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça, mais en gros, c'est la règle des 4 C du SEO. Ce sont les 4 grands piliers en fait, du SEO. Où on va intervenir un petit peu sur le code du site, mais très léger, sur la conception, le contenu et la célébrité, c'est-à-dire la popularité du site sur Internet. Alors après, il y a marqué tips, les pros du secteur font tout pour complexifier le Excuse-moi, SEO. Christopher, c'est Oui. moi. Non, c'est moi qui ai écrit ça, parce qu'effectivement, souvent, quand on n'est pas un professionnel du secteur, en fait, alors ce n'est sûrement pas ton cas, mais il y a beaucoup d'acronymes, il y a beaucoup de termes barbares en fait qui sont utilisés dans le SEO. Donc il faut pas se dire, oula, ça a l'air très compliqué parce qu'il y a des nouveaux termes, etc. Quand vous avez compris la règle des 4 C, comme Christopher vient de vous l'expliquer, vous avez déjà compris beaucoup de choses. C'est ça. En fait, ce sont vraiment les bases pour faire remonter un site Internet. Après, il y a beaucoup d'anglicismes, etc., comme tout secteur un petit peu informatique. Mais rien de bien compliqué. Alors, pourquoi c'est important? Voilà, Google, 95% de recherches qui sont effectuées aujourd'hui sur Google en France, je précise, mais dans beaucoup d'autres pays. Donc, c'est vraiment avec Google qui a quasiment le monopole qu'on va essayer d'optimiser. Vous devez être visible sur Internet. Pourquoi? Pour vos bénéficiaires, enfin vous en tant qu'association, les bénéficiaires de vos actions, les bénévoles, les donateurs et les autres parties prenantes, forcément. Oui, si vous voulez faire connaître votre association, il faut que des gens puissent vous trouver, et du moins s'ils tapent une requête sur Internet pour savoir s'il existe une association dans tel ou tel secteur, le mieux c'est d'être trouvé. Mais si on ne fait pas ce petit travail de SEO, malheureusement vous allez avoir peu de chances d'être trouvé. Sauf via peut-être le nom de votre association, mais ça veut dire que les gens vous connaissent déjà. Donc le but, ça va être d'être visible via des mots-clés. En tant qu'association, vous n'avez pas forcément un gros budget. Par contre, le SEO, ça ne demande pas obligatoirement d'investissement financier. Ça ne va vous coûter que du temps, du travail, finalement, sur votre site Internet. On va commencer par quelques éléments de langage. Tout de suite, je vais les citer un par un et je vais donner une définition assez rapide. De toute façon, vous aurez les replays de la vidéo pour revoir tout ça. Donc, quand on va parler de sémantique, la sémantique, c'est tout ce qui concerne le texte, le contenu textuel, les mots qui sont utilisés. Quand on va parler technique, là, c'est vraiment, on va parler un petit peu plus des éléments qui vont concerner un petit peu plus le code ou les outils qu'on va utiliser pour notre site Internet. Quand on parle de notoriété et de popularité, c'est en fait
C'est le fait que votre site ait des liens sur d'autres sites Internet. C'est-à-dire que votre site a une popularité sur d'autres sites Internet, du type des annuaires de référencement, des sites Internet, des blogs qui pourraient parler de votre association, etc., etc. Quand on va parler de métadonnées, ce sont des données que nous allons rentrer, par exemple, si vous utilisez WordPress pour rédiger des articles ou des pages, vous allez pouvoir rentrer des métadonnées. Ces métadonnées ne seront pas visibles directement sur le site, mais elles seront utiles au moteur de recherche. C'est ce qu'on appelle des métadonnées, tout simplement. On va parler de balise alt. La balise alt, c'est en fait un mot-clé qu'on va rentrer pour une image, pour lui donner une description. C'est très utile pour Google. On va parler aussi de certificat SSL. Ça ira vite. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui permet à votre site d'être en HTTPS. Donc, d'avoir des requêtes HTTP sécurisées. C'est quasiment obligatoire. Enfin, c'est obligatoire aujourd'hui pour le SEO. On va parler aussi de on-page SEO, de off-page SEO. Le on-page SEO, c'est tout simplement toutes les optimisations SEO qu'on va faire sur le site. Et les off-page SEO, c'est les optimisations qu'on va faire hors du site, comme par exemple, on a juste en dessous le netlinking et les backlinks. Et bien, les backlinks, c'est ce que j'expliquais avant, ça rentre avec la notoriété, la popularité, c'est-à-dire un backlink, c'est un lien d'un autre site qui pointe vers le vôtre. Du type, un blog qui parle de vous, qui met le lien de votre site dans son article, c'est un backlink. On va parler de EAT. Alors, EAT, c'est un acronyme en fait, alors, je vais vous épargner mon anglais là-dessus, sur l'acronyme, mais en gros, les critères EAT, ce sont tous les critères de popularité, on rentre encore dans la popularité, mais aussi d'autorité, c'est-à-dire qui êtes-vous pour parler de tel ou tel sujet sur Internet, et aussi de véracité. Est-ce que ce que vous écrivez sur Internet est vérifiable et sourçable? Voilà. On va parler aussi des SERP. Alors, c'est un autre acronyme, SERP. Les SERP, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les pages de résultats de recherche. Vous faites une recherche, vous tapez vélo rouge sur Internet, vous allez avoir un certain nombre de résultats. Et bien, cette page de résultats, on va appeler ça une SERP. On va parler de CMS. Alors, c'est peut-être un terme qui vous parle un petit peu plus si vous gérez des sites Internet. Le CMS, qu'est-ce que c'est? C'est le gestionnaire de contenu de votre site Internet. Si vous utilisez un gestionnaire de contenu type WordPress, WordPress est un CMS, mais vous pouvez aussi utiliser du Joomla, je peux dire du Wix, etc. Drupal. On va parler aussi des entêtes HTTP 301, 302, 404, 500, parce qu'en fait, ça a son importance. Qu'est-ce que c'est? En fait, 301, c'est une redirection de page, c'est-à-dire vous avez un lien et vous faites une redirection vers une autre. On a une redirection, pour la 300, une redirection définitive. La 302, c'est une redirection temporaire. L'erreur 404, on la connaît à peu près tous, c'est celle qui dit cette page n'existe pas. Et l'erreur 500, c'est une erreur serveur. Donc, c'est-à-dire que là, ça ne vient pas de votre site, ça vient du serveur. On va parler aussi de fil d'Ariane. Qu'est-ce qu'un fil d'Ariane? C'est tout simplement une sorte de sous-menu qui va vous présenter les chemins d'accès différents à la page que vous êtes en train de consulter. Je pense qu'on donnera des exemples à un moment donné dans le webinaire, mais souvent on voit ça sur les sites de e-commerce. Vous savez, vous allez chercher par exemple sur un site vêtements, ensuite dans les vêtements pantalons, et ensuite pantalons, vous pouvez peut-être choisir homme, femme, etc. Et vous allez avoir ce petit chemin qui va apparaître en haut, c'est ce qu'on appelle un fil d'Ariane. On va parler aussi de longue traîne on aurait pu rajouter aussi courte traîne. Alors là, ça va vraiment concerner la sémantique. Les longues traînes et courtes traînes en SEO, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mots-clés, les requêtes. On va parler de requêtes longues traînes. Alors, pas forcément parce qu'elles sont longues, mais ça va être des requêtes qui vont avoir peu de recherches, sur Internet, mais dont la sémantique fait qu'on peut l'adapter à plusieurs façons de dire les choses. Par exemple, on peut dire vélo, bicyclette, etc. Bon, voilà, c'est ça. Une longue traîne, ça va être vraiment ces mots-clés, mais qui ont peu de recherche sur Internet. Et on va parler aussi de courte traîne, et là, c'est vraiment les mots-clés forts
sur lesquels on a beaucoup de requêtes. Et du coup, là où il faut être très précis en fait, dans son contenu sur ces requêtes, mais on va voir ça par la suite. Merci beaucoup, Christopher. Je vous rassure tous, on était sur la partie la plus technique du Voilà, webinaire. c'était histoire de vous mettre dans le bain. Voilà, donc là, on a fait, c'est bon. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu moins technique. Donc, juste un petit rappel. Qu'est-ce que le SEO? Donc, comme vous le savez, quand vous faites une recherche sur Google, par exemple, vous tapez ordinateur portable, en haut, vous avez souvent les résultats payants, donc qu'on appelle Google Ads. En dessous, vous avez les résultats naturels avec les SEO. Et parfois, vous avez Google Shopping qui se met ici ou un peu au-dessus. Donc, nous, on va travailler cette partie-là, la partie SEO. La partie payante, vous pouvez la travailler en payant, entre guillemets, Google. Mais nous, on va travailler vraiment cette partie ici, qui est malheureusement un peu moins visible d'année en année, mais qui reste toujours visible et qui est toujours très importante pour être référencée gratuitement. Un petit point sur les différences au niveau des acronymes, encore une fois, désolé, hein, on est dans une partie un peu technique. Donc SEO versus SEM et SMO et SEA. Donc nous, on va s'intéresser aujourd'hui au SEO, donc Search Engine Optimization, donc ce qui nous intéresse, le référencement naturel. La partie qu'on a vue précédemment, qui était en haut, la publicité Google, en fait, qui est en haut, ça c'est la partie SEA, donc Search Engine Advertising. On a aussi d'autres parties, la partie par exemple SMO, qui est la partie sur les médias sociaux, etc. Mais si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette slide, c'est SEO, on ne paye pas. Donc vous ne payez pas pour être positionné en SEO. Et en SIA, vous payez. Voilà, pour aller droit au but. Quand on est dans une démarche d'améliorer son référencement naturel, il y a des prérequis. Alors, les prérequis, quels sont-ils? Il faut tout d'abord installer des outils d'analyse. Pourquoi? Parce que faire du SEO sans analyser si ce qu'on fait apporte du résultat, ça n'a pas de sens. Ça n'a peut-être pas de sens d'ailleurs dans beaucoup de choses, c'est-à-dire que voilà, on mène des actions et on veut analyser les résultats derrière. Surtout que dans le SEO, et on ne l'a pas précisé dès le départ avec Christopher, on est sur du temps long. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez optimiser votre site internet que demain, il va être premier sur les moteurs de recherche. On est sur du temps long. Autre chose que je n'ai pas précisé avec Christopher, c'est que le SEO n'est pas une science exacte. C'est une science mouvante et avec en plus des points de vue qui peuvent être parfois divergents. Parfois, Christopher et moi, on n'aura peut-être pas le même point de vue exactement sur tel ou tel point. Bon, par contre, il y a des vérités partagées. On sait tous, par exemple, que le contenu est très important, que le netlinking est très important. Voilà. Mais ces choses-là évoluent au fur et à mesure. Donc, bien évidemment, ce qu'on vous dit là, ce n'est pas la vérité absolue. Nous, on y croit. Et beaucoup de gens y croient aussi. Néanmoins, voilà, sachez que ce n'est pas une science exacte. Et puis surtout, malheureusement ou heureusement, peu importe, on est quand même très dépendant d'un mastodonte mondial qui s'appelle Google et c'est lui qui fixe les règles en fait et l'algorithme. Donc si demain Google change l'algorithme, ce qu'on vous dira va potentiellement un peu évoluer. Sachant que les bases du SEO qui sont avoir un contenu de qualité, a priori, ne vont pas bouger demain, selon nous, ni dans 10 ans. C'est ça, le SEO, c'est 80%, 80% de basique et 20% après d'expérience. Donc, il y a peut-être des choses qui vont mieux fonctionner pour vous que pour d'autres sur ces petits 20%, mais voilà. Aujourd'hui, on vous présente ces 80% là, en tout cas. Donc, voilà. Pareto est avec nous. C'est ça, exactement. Donc, on vous conseille tout d'abord d'installer des outils d'analyse, comme Google Analytics ou Google Search Console. Donc, pourquoi? Parce que vous voulez être bien référencé sur Google et autant utiliser les outils de Google pour ça. Il y a peut-être d'autres outils qui existent. En tout cas, ceux-là sont assez faciles à installer et sont plutôt pertinents pour améliorer votre SEO et votre référencement naturel. Ils sont indispensables. Ensuite, quand vous allez commencer à travailler, on vous conseille de lancer un audit et de faire un audit avec des outils gratuits. On les a cités ici. Vous retrouverez ces slides-là en fait avec le replay. Donc, on vous conseille vraiment d'utiliser des outils comme cela pour auditer votre site et pour voir ce qui va bien et ce qui ne va pas selon ces outils-là dans votre site.
vous conseille de ne pas vous limiter à un outil, mais de faire un audit avec 2, 3, 4 outils. Comme ça, vous allez recueillir un certain nombre d'informations et savoir sur quoi travailler. Parfois, ils vont vous donner des conseils très simples. Il n'y a pas de balise halt sur les images de cette page-là. Donc là, vous saurez tout de suite quoi faire. Ou il manque les balises meta-title et meta-description de ces pages-là. Ne serait-ce que déjà, si vous appliquez les conseils de base, déjà, vous allez voir que vous allez améliorer votre référencement naturel. Il y a aussi une extension Chrome qui s'appelle Web Developer, qui est assez utile. Elle est totalement en anglais, donc il faut un peu maîtriser la langue de Shakespeare, mais elle est quand même plutôt pas mal. Et bon, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir prendre un cas concret parce qu'avec le temps qu'on a, mais dans l'idéal, c'est ce qu'on aurait aimé faire. On vous conseille aussi, si vous le pouvez, de créer un compte Google My Business. C'est toujours ça en termes de référencement naturel. Assez rapidement, quand vous allez commencer à mettre en place vos stratégies de référencement naturel, mettre un sitemap, installer la Search Console, et il y a quelques plugins qu'on vous conseille si vous avez WordPress. Alors après, c'est des plugins que je conseille. Par exemple, je sais que toi, tu as une vision un peu différente. Yoast, tu es d'accord avec moi. Sitekit Oui. by Google, c'est pour relier très facilement en fait à Google Analytics et Google Search Console. Et après, pour améliorer la rapidité, moi, je conseille AutoOptimize et VP Fastest Cache. Toi, tu en as d'autres que tu aimes bien aussi, Christopher? Après, oui, non, bah après, Non. ceux-là, ils sont très bien. Après, il y a d'autres outils, mais qui peuvent être payants, mais on va rester sur du Sur du gratuit. gratuit, ok. Alors, utiliser l'un ou l'autre, par Oui. contre. Les deux en même temps, c'est pas la folie. Ça peut amener des problèmes, mais AutoOptimize ou WP Fastest Cache, ça reste intéressant. On va maintenant parler de la partie la plus importante qui est le contenu en SEO. Donc, dans la règle des 4 C, le premier C, enfin, un des C, le contenu. Donc, l'objectif aujourd'hui, les moteurs de recherche, c'est quoi son business? Il veut que quand un utilisateur fasse une recherche, il trouve sa réponse. Parce que plus il va trouver de réponses sur Google, l'utilisateur, plus il va revenir sur Google pour faire des recherches et potentiellement vendre plus de publicité aux annonceurs derrière. Mais nous, dans le SEO, ce qu'on veut, c'est apparaître le plus haut possible dans les résultats de recherche. Pour ça, il va falloir fournir un contenu pertinent en fonction des requêtes. Si, encore une fois, tout à l'heure, on avait la requête ordinateur portable, il va falloir que j'ai un contenu sur mes pages web qui soit pertinent avec ça. Je ne vais pas vendre des fraises et me caler sur ordinateur portable. Je donne un exemple très fort, mais en gros, c'est ça. Alors, en gros, il faut, comme c'est marqué, toujours garder à l'esprit que la qualité du contenu est le plus important. On peut toujours faire des optimisations de mots-clés, de plein de choses, mais il faut garder en tête que c'est vraiment le contenu, ce que vous allez apporter de plus à l'utilisateur qui va faire que vraiment votre page va remonter dans les résultats de recherche. Vraiment faire un contenu qui diffère un petit peu des autres, etc. Il faut vraiment penser à ça quand vous rédigez du contenu pour vos pages web. C'est hyper important. Si vous faites des présentations de votre association, etc., essayez de ne pas calquer le modèle d'une autre, etc. Essayez vraiment de faire quelque chose qui vous représente, par exemple. Non, vas-y, tu peux aller sur la prochaine slide. Donc, on va parler au départ, donc c'est bien de vouloir faire du contenu, mais ce contenu, on va le faire en SEO en fonction de requêtes. C'est-à-dire comment, c'est bien beau les requêtes, mais comment je les choisis, on va voir ça ensemble. Sur quelles requêtes on va travailler nos pages web. Déjà, il y a une règle, c'est une page, une requête principale. Alors oui, on va parler de requête principale et de requête secondaire. La requête principale, c'est vraiment, voilà, donc comme là on le voit sur l'écran, vaisselle écologique. Donc ça, on sait que ça peut être un mot-clé, intéressant, par exemple, pour l'exemple. Comment est-ce qu'on définit ces listes de requêtes principales qu'on va travailler? Brainstorming en interne. Il y a un outil dans Google Ads que vous pouvez utiliser gratuitement, hein, je précise bien gratuitement, qui s'appelle le Keyword Planner, le planificateur de mots-clés. Ils l'ont mis en français depuis. Le planificateur de mots-clés, en fait, que vous allez pouvoir utiliser, rentrer un mot-clé ou rentrer une série de mots-clés que vous pensez être pertinent, et ça va vous donner à peu près
le nombre de requêtes mensuelles qui est tapé par les utilisateurs sur Google en France ou dans le pays que vous ciblez. Vous pouvez aussi aller voir les suggestions de Google. Et souvent, en bas de page, quand vous avez fait une requête, en bas, vous avez les recherches associées. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, on va... Alors là, c'est là où il faut être hyper attentif. On va trier donc, les requêtes. Donc là, dans l'exemple, on a utilisé le planificateur de mots-clés Google Ads. On voit qu'il nous donne un nombre moyen de recherches mensuelles. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà des comptes Google Ads et qui ont des vieux comptes Google Ads. Vous aurez le chiffre exact. Mais sinon, il va vous donner une fourchette. Aujourd'hui, on va travailler en fourchette parce que si vous allez sur Google Ads, alors pour rappel, hein, vous n'avez rien à payer. Pour chaque requête, donc vous allez regarder le nombre moyen de recherches mensuelles. Et vous allez taper cette requête et vous allez regarder le nombre de résultats retournés par le moteur de recherche. Comme on voit sur l'exemple de l'image juste en dessous, vaisselle écologique bambou égale 463 000 résultats. On va voir juste après à quoi ça nous sert. On a c'est vraiment un petit outil qui est utilisé par beaucoup de personnes qui font du SEO. C'est un petit tableau comme celui-ci où en fait, on va déterminer une note d'intérêt et une note de faisabilité. La note d'intérêt, c'est en fonction du nombre de recherches. Et la note de faisabilité, c'est le nombre de résultats de recherche que Google renvoie en fonction de la requête. Donc, l'objectif, c'est de trouver une requête que ce soit une requête qui soit à la fois assez recherchée pour être pertinente à travailler, mais également qu'elle soit pas non plus trop concurrentielle, donc il n'y a pas trop d'autres résultats, parce que sinon ça va être compliqué, on va être trop noyé dans la masse. Et pour ça, on va mettre nos petites requêtes dans le tableau et on additionne la note pour chacune des requêtes. Et à la fin, on va avoir des notes globales d'intérêt et de faisabilité. Et du coup, ces mots-clés-là seront les mots-clés les plus intéressants à travailler ensuite dans notre contenu. Donc, comme on le voit, on a fait ça par 5, 10, 15, 20 points. Ça vous donnera un bon résultat. Donc là, comme on le voit, par exemple, créer son entreprise, et ben voilà, on voit qu'il y a 4 millions de résultats, mais en même temps, on a entre 1000 et 10 000 recherches par mois, donc ce qui est quand même pas mal, mais pas tant de résultats que ça. Donc, alors, c'est vrai que 4 millions, ça peut paraître beaucoup, mais sur 4 millions de résultats, on va surtout s'intéresser aux premières pages de résultats. Mais le chiffre nous donne une bonne indication. Si vous tapez des recherches beaucoup plus larges, vous aurez beaucoup plus de résultats. Et des requêtes qui ont moins d'1 million de résultats, ça se fait rare. C'est pour ça qu'on leur donne, par exemple, 20 points. Donc, à la fin, vous aurez avec votre note globale, les meilleurs mots-clés à travailler. Lorraine, donc, vous aurez vos requêtes principales, donc vos RP. Lorraine, est-ce que je t'avais envoyé la dernière fois les 2 tableaux Excel qui peuvent aider les associations? Ça me rappelle quelque chose, on pourra vérifier qu'on Oui, les tu a. pourras Mais vérifier, on ouais. pourra leur transmettre ces tableaux Excel. Alors, bien évidemment, ce ne sont que des modèles, hein, mais ça peut vous aider, entre guillemets, dans votre travail de référencement naturel. C'est un petit tips. Voilà, c'est un Oui, petit on tips. les a, je confirme. Ok. Une petite précision, bien évidemment, si votre association a beaucoup d'argent et qu'elle veut investir dans des outils de type SEMrush ou autre, il y a plein d'outils payants qui vous permettent de faire ça. Là, nous, on vous montre une façon de faire, mais qui ne vous coûtera pas d'argent, hein, qu'on soit clair. Voilà, sinon vous avez SEMrush, où vous tapez un mot-clé, il va tout de suite vous donner une note de faisabilité et d'intérêt. Alors, pas sur les mêmes critères exacts, sur des critères beaucoup plus fins, etc. Mais bon, après, c'est quand même 100 $ par mois minimum pour SEMrush, donc il faut pouvoir le faire. Je te laisse sur les RS. Allez. Ensuite, maintenant que vous avez vu qu'on avait défini une requête principale par page, donc qu'on se comprenne bien, hein, c'est-à-dire que vous avez une requête principale, par exemple, pour la home page, une requête principale pour la présentation de votre asso, enfin voilà, une par page web. On va, sur chacune des pages web, après avoir défini la requête principale, définir ce qu'on appelle une ou plusieurs requêtes secondaires. Donc, pardon, excusez-moi. Les requêtes secondaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des termes qui sont proches
voire synonyme ou connexe de la requête principale. Donc, par exemple, si on met explication statut SASU qui est une forme de société, hein, ben voilà, on pourrait choisir comme requête secondaire présentation SASU ou caractéristique ou définition SASU. Donc voilà, donc, ces requêtes secondaires-là, une fois qu'on les a travaillées, on va le voir tout de suite après, on va devoir les insérer dans le contenu. Donc la requête principale et les requêtes secondaires. Qu'est-ce qu'on appelle un contenu de qualité dont vous en parlez, Christopher, au début? Un contenu de qualité, c'est un contenu qui fait, si possible, au moins 1000 mots. Alors, on va nuancer cela tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas écrire 1000 mots sur quelque chose qui n'en demande moins, mais malgré tout, il faut penser quand même qu'il y a une forte concurrence aujourd'hui sur Internet. Donc, si vous faites une page où vous mettez 3 lignes, forcément, il y a quand même très peu de chances que vous soyez bien référencé sur Internet. Voilà. Et une des règles aussi, c'est d'insérer la requête principale et les requêtes secondaires plusieurs fois dans l'article. Mais quand on dit plusieurs fois, ce n'est pas répéter pas 10 fois la requête principale à la suite avec des tirets. Hein. Ça ne sert à rien. Les moteurs de recherche vont le voir. Il faut essayer de les mettre de façon naturelle. D'ailleurs, juste à côté, on a mis Welcome to Red Apples Online. Et on vous met que, par exemple, là, vous voyez, ce n'est pas une bonne façon de faire parce que vous répétez trop de fois. Donc, ce qu'on appelle la densité est trop forte. Donc, la densité pondérée préconisée pour la requête principale, par exemple, est de 4 à 6%. Et on vous a mis l'URL d'un outil qui s'appelle allies.info, sur lesquels vous pouvez mettre une page en fait, et voir la densité pondérée sur chacune de ces pages. Voilà, ça va vous donner en fait les mots-clés, la densité pondérée des mots-clés de votre contenu. Et si vous en avez certaines qui sont à 10, 15, 20%, il faudra réduire un petit peu le nombre de fois ou mettre des synonymes de la requête pour éviter ça. Parce qu'après, sinon, c'est considéré comme de la suroptimisation par Google. Et du coup, l'outil Google va dire, ah non, lui, il essaye de suroptimiser, on le met pas en avant. Ensuite, on va parler de la structuration des balises HN. Donc là aussi, c'est un petit peu technique. D'ailleurs, c'est une partie qu'on aurait pu mettre dans la partie technique, non? Ouais, bon. Bon. Donc, en tout cas, les balises HN, c'est quoi? C'est les balises headings. Headings 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour ceux qui utilisent par exemple Word, c'est les fameux titres 1, titre 2, titre 3 de Word, en fait, si on devait faire une comparaison. Et forcément, plus un titre est de niveau important, donc par exemple H1, plus il aura un poids important en fait dans le référencement. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il peut y avoir des niveaux entre H1 et H6, que ce qu'il y a dans H1, c'est ce qui est vraiment le plus important. Donc, si vous avez bien compris ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça veut dire qu'il va falloir mettre la requête principale dans la balise H1. Il faut, si possible, ne pas sauter de balise. Et les balises ne doivent pas faire plus de 80 caractères, si possible. Et la balise H1, oui, quelque chose que je n'ai pas précisé, je crois, il ne doit y en avoir qu'une seule. Là où la balise H2, il peut y en avoir plusieurs, et H3, etc., etc. Mais la balise H1 doit être unique. Voilà, c'est une seule balise H1, ça représente virtuellement le titre de votre contenu. Comme si vous faites. Donc, il faut qu'il n'y en ait qu'une et une seule en principe. Après, ce n'est pas le plus important, mais ouais. Et dans ces balises HN, ce qu'il est important, c'est de parsemer la requête principale et les requêtes secondaires dans ces balises HN. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la balise H1, si possible, placer au début la requête principale. Dans les balises H2, au moins une fois la requête principale et quelques requêtes secondaires. Et ensuite, on descend comme ça, H3 et jusqu'à H6. Alors, bien évidemment, il y a certains textes qui ne vont pas aller jusqu'à H6. Il y en a certains qui vont s'arrêter, par exemple, à H3, voire à H2. Tout dépend, en fait, la taille de votre texte. Plus le texte est long, plus il doit y avoir des titres pour structurer votre texte. Pourquoi les moteurs de recherche aiment bien? Parce que, vous le savez bien, un document de 2 pages, il n'y a pas forcément besoin de 15 sous-parties. Par contre, quand vous faites un document de l'équivalent de 10 pages, là, il faut un peu plus structurer le document, sinon il devient illisible. Donc, c'est la même chose pour les moteurs de recherche. Je te laisse. Oui, on va aussi, dans le contenu, on va aussi rajouter des mots en gras.
Et mot en gras, on a précisé balise strong, qui est la balise HTML tout simplement qui sert à mettre un texte en gras. C'est important. Donc, dans le contenu, hors balise, comme on a vu HN, donc H1, H2, etc., qui sont vos titres et vos sous-titres, vous allez, quand vous allez à un moment donné parler de votre requête principale, donc vous allez noter la requête principale à un moment donné dans le texte ou vos requêtes secondaires, vous les mettez en gras. Ça leur donne un tout petit poids supplémentaire. Et puis après, vous pouvez rajouter aussi, bien entendu, du gras ailleurs si vous trouvez que c'est pertinent. Du texte en gras dans une page, c'est toujours, faut que ça ait l'air, encore une fois, naturel. D'ailleurs, c'est marqué « rester naturel ». C'est important. C'est vraiment pour que les gens saisissent vraiment le contenu de votre article le plus rapidement possible. Les gens, encore une fois, ils lisent pas, ils scannent. Donc, c'est là où aussi c'est important. Google, c'est pareil. Google, quand il va voir les requêtes en gras, il va comprendre tout de suite de quoi il ressort quand il va analyser votre contenu. S'il voit la requête en gras plus les requêtes secondaires qu'on aura trouvées avec cette requête principale, il va se dire, OK, là c'est bon, au niveau du champ sémantique, on est OK. Et les balises à chaîne ne doivent pas être mis en gras, ça je l'avais dit au départ. Au niveau du contenu, encore une fois, quand vous écrivez votre article, il va falloir des liens internes et externes. Alors, qu'est-ce que des liens internes et externes? Donc déjà, on va voir les liens internes. Alors, on va parler du coup de maillage interne, donc c'est les pages, comment sont reliées les pages entre elles sur votre site internet. Donc, sur un article, on voit souvent les liens connexes. C'est très souvent ce qu'on voit. Vous êtes déjà allé sur Internet et vous avez déjà vu dans des articles, voir d'autres articles, etc. Donc là, on va renvoyer depuis un article un lien vers un autre article qui peut avoir son importance, du moins qui peut apporter des précisions supplémentaires, ça c'est encore mieux, sur le contenu de votre article. Ou alors, généralement, ce sont des articles qui sont dans la même catégorie, qui peuvent potentiellement intéresser vos lecteurs. Et on va aussi mettre directement du lien dans le contenu. C'est-à-dire que vous allez écrire il y a du contenu sur lequel vous allez peut-être retrouver des mots-clés qui sont intéressants pour d'autres contenus. Et c'est à ce moment-là que vous allez poser un lien dessus pour renvoyer l'utilisateur sur cette autre page de votre site Internet. Donc là, on parle bien de liens internes. Il faut, en principe, alors ça fait partie des des petites choses sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord, les liens internes, pour plusieurs raisons. On verra ça plus tard dans la technique, mais en gros, 2 à 8 liens internes. Un lien interne tous les 150 mots maximum, dans le sens où il ne faut pas non plus blinder tous les 150 mots, en moyenne, pas maximum. Mais il ne faut pas non plus blinder de liens partout votre page. Il faut toujours essayer de rester dans le thème global, c'est-à-dire qu'encore une fois, il faut vous apporter du contenu intéressant, pertinent. Un lien qui emmène sur une autre page doit servir vraiment d'explication supplémentaire, ou alors, par exemple, si c'est un terme un petit peu compliqué, vous pouvez très bien faire un lien vers une autre page de votre site qui explique ce terme en détail, etc. Il faut aussi, quand vous faites un lien, quand vous créez une page, que vous créez un article, il faut aussi faire des liens qui pointent vers cette page-là, sur d'autres pages de votre site. Il faut faire en sorte qu'au moins cette page, elle soit liée par 2 autres pages de votre site. C'est important parce que sinon, après, votre page, elle est dite orpheline, c'est-à-dire qu'elle n'est liée par aucune autre page du site. Donc, pour la trouver, ça va être difficile. Et Google se comporte comme un humain, c'est-à-dire qu'il va parcourir votre site comme si c'était un internaute. Donc, si elle est liée à aucune autre page, votre page web, si aucune autre page ne pointe vers elle, il ne va pas la trouver. Donc, c'est important que le maillage interne de vos pages soit complet. Alors ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est une représentation sous forme de schéma d'un site Internet en fait, qui a un maillage interne optimisé. Les points représentent des pages web.
Le gros point vert au milieu représente la page principale du site, donc la première page d'un site. Et ensuite, les autres pages, vous voyez, on descend de niveau à chaque fois. Et en fait, la taille des ronds, en fait, représente du coup la... Alors, à l'époque, on appelait ça le page rank, mais je vais éviter ce terme-là aujourd'hui. Ça va représenter la puissance de votre page par rapport à votre site Internet, dans le sens où par rapport au nombre de liens qu'elle reçoit, de liens internes qu'elle reçoit. Quand on a un site optimisé, alors ce schéma-là, vous pouvez l'avoir avec l'outil gratuit qu'on a présenté au départ, qui est Screaming Frog. Alors malheureusement, on ne peut pas vous montrer en live comment ça marche pour avoir ça, mais en gros, ça le schématise très bien. Mais généralement, moi, par exemple, quand j'interviens en tant que consultant SEO sur des sites Internet pour des clients ou des associations, bah, voilà ce que je retrouve. En fait, des maillages qui sont mal faits et du coup, on n'a pas vraiment cet aspect de silo, finalement, où on va descendre de page en page et vraiment apporter du contenu de manière hyper structurée en fonction des pages sur lesquelles on se trouve. Donc, c'est important de travailler son maillage. Là, on voit sur l'exemple, on a plein de pages, elles se lient toutes entre elles, mais c'est le bazar. Bah voilà, ça, c'est un maillage anarchique. Et du coup, pour Google, quand il navigue sur son site, c'est difficile pour lui, pour son intelligence artificielle, de s'y retrouver. Et un internaute aussi, du coup. Exactement. Donc, c'est important de travailler le maillage interne correctement. C'est pour ça que dans vos articles, ne mettez pas des liens tout et n'importe comment pour mettre des liens. Il faut quand même que ça ait une pertinence. C'est ça. Et on peut parler un peu de cocon sémantique. Dans la slide qu'on voyait un petit peu avant, c'est un petit peu ce qui est montré en fait. C'est quand on parle de cocon sémantique, en fait, c'est-à-dire qu'on parle d'un sujet et on lie les pages entre elles autour du même sujet, mais on ne va pas lier une page qui parle de bicyclette et une page qui parle de vidéoprojecteur, par exemple. Voilà. C'est ça, exactement. Là, on va parler donc des liens externes. Alors, il y avait les liens externes du coup sortants, donc les liens que vous allez mettre au sein de votre article. Là, on est dans la rédaction d'un contenu web, hein, je le rappelle. Là, ce sont des liens que vous allez introduire dans votre contenu, mais qui pointent vers d'autres sites. C'est-à-dire, on va privilégier aussi donc du coup les sites de qualité. Alors, pourquoi pas du Wikipédia, mais ce n'est pas obligatoire, mais ou des sites d'actualité connus, enfin, du moins des sites qui ont une vraie pertinence. Après, ça peut être aussi un site parce que vous parlez, par exemple, d'une autre association ou quelque chose dans le genre, bah, du coup, vous faites un lien vers cette association. Il faut que le lien externe ait une pertinence, encore une fois. Sur le nombre de liens externes, vous pouvez en mettre un ou deux, vous pouvez en mettre plus. Encore une fois, s'il y a une pertinence à en mettre plus, si vous faites par exemple un listing de plusieurs sites Internet pour plusieurs outils ou des choses comme ça, bah forcément, vous allez avoir plein de liens. Mais ça, c'est pas grave, puisque vos liens ils ont une pertinence à être là. Et il faut surtout que vos liens externes, donc ils pointent vers d'autres sites, il faut surtout qu'ils soient du coup avec mis dans le texte avec des encres. Alors je ne sais plus si c'est là qu'on en parle du coup. Et je crois qu'on en parle plus tard des encres. J'en suis à peu près sûr qu'on en parle plus tard. Parce que du coup, j'ai avancé en parlant. Ouais, du coup, on va passer. Oui, on en reparlera un petit peu plus tard des encres. Mais c'est un point important aussi pour tous vos liens. C'est ça. Je vais enchaîner si tu veux bien pour te laisser un peu souffler sur les balises title et meta description. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu tout au début dans les descriptions qu'a donné Christopher, les métadonnées. Donc, comme ça fait peur. Hein, dit comme ça, quand on ne connaît pas le sujet, on se dit, oula. Mais en fait, c'est très simple. Comme vous voyez, la balise title, qui est une des métadonnées, c'est ce qui s'affiche en fait quand vous faites une recherche Google, en fait, et c'est le fameux titre. Et la balise meta description, c'est ce qui s'affiche en dessous. C'est le texte qui explique un petit peu ce qu'il y a. Donc, ces balises-là sont aussi à travailler on va vous donner juste après les règles. Donc, pour la balise meta-title et meta-description. Donc, en préambule, la balise meta-title est vraiment très, très, très importante. Voilà. Beaucoup plus importante que la balise meta-description. Donc, une fois cela dit, si elle est très importante, vous imaginez bien que sur votre page de contenu, sur votre page web, va falloir y insérer la requête principale.
celles sur lesquelles vous voulez être positionné et apparaître dans le moteur de recherche. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la balise title doit être différente de la balise H1, qui a une limite aussi en termes de nombre de caractères, par exemple 70 à peu près, et de nombre de mots-clés. Et si possible, les mots-clés les plus importants, comme dans la balise H1, doivent être mis au début. La balise meta description, quant à elle, n'est pas une balise qui est obligatoire. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Néanmoins, elle est quand même fortement conseillée. C'est plus une balise, en fait, elle ne va pas jouer directement en fait, sur votre positionnement dans les moteurs de recherche, dans les SERP, comme l'a dit Christopher, mais par contre, elle va avoir un aspect marketing. C'est-à-dire que, comme vous le voyez ici, découvrir une solution simple et innovante, ça va donner envie à la personne de cliquer, en fait. C'est à ça que sert la balise meta description. Par contre, les mots que vous mettez à l'intérieur ne sont pas pris en compte par Google pour vous positionner. Alors, Mais, vas-y. petit bémol, alors ils sont pris en compte beaucoup plus, ça va être plus important pour les longues traînes, justement. Voilà. Mais par contre, là où ils sont très importants, en fait, c'est sur l'aspect un petit peu marketing pour donner envie de cliquer. Voilà, pour la balise meta description. Les règles pour les balises meta description, donc c'est là, on n'insère pas une liste de mots-clés, on fait de vraies phrases. Découvrez notre association aide les personnes voilà, à la ville, etc. Vous mettez vraiment des vraies phrases. Toutes les meta descriptions, comme toutes les balises H1, je ne vous l'ai pas dit, et comme toutes les balises title, doivent être différentes. On en parle peut-être un petit peu plus tard, je crois, Christopher, mais ce que détestent les robots et Google, c'est ce qu'on appelle le duplicate content, le contenu dupliqué. Il faut que votre contenu soit unique. Vous n'avez pas le droit d'aller prendre le contenu sur le site d'une autre association, de copier, de le mettre sur votre site. Ça ne marche pas. Et idem entre vos pages. Google, il veut que chaque page, en fait, ait une balise title unique, une balise H1 aussi unique et une balise meta description unique. Quant au nombre de caractères préconisé et maximum, il est de 160 environ. Voilà, si vous faites 200 ou 250, c'est pas grave, c'est juste qu'il ne sera pas affiché en entier dans le résultat de recherche. Mais vous pouvez augmenter un petit peu. C'est pour ça qu'on dit préconiser. Sur WordPress, parce que beaucoup d'associations ont WordPress, j'imagine, vous avez le plugin Yoast SEO qu'on vous a conseillé d'installer. Donc, quand vous l'aurez installé, vous verrez que vous pourrez insérer ici la balise title, la balise meta description et le slug URL qu'on verra dans la partie technique un petit peu plus tard. Tu veux enchaîner sur les images? Enchaînons sur les images. Dans votre contenu, il va falloir aussi y apporter un petit peu de, pas que du texte, mais aussi forcément un petit peu de contenu visuel. Donc les images, il y a plein de petites choses qui sont importantes. Avant d'insérer une image sur votre page web ou dans votre site, ou carrément la télécharger sur votre site, si vous utilisez WordPress avant de la téléverser, vous allez renommer l'image, tout simplement, en insérant dedans votre RP ou des requêtes secondaires. Si bien entendu, l'image représente le mot-clé en question, hein, je précise. Dans ce nom d'image, vous n'utilisez pas d'accent et pas d'espace. Pour avoir, par exemple, voilà, on a contrat-juridique pas cher. Là, c'est parfait. Au niveau du poids et du format de l'image, ça a son importance aussi. Ça va avoir son importance par rapport à l'expérience utilisateur. Pour éviter que la page ne mette trop de temps à charger, attention aux images surdimensionnées qui pèsent 10 mégaoctets, quoi. Les formats pris en compte par Google. Donc, ils sont enregistrés dans son index. Donc, c'est le format GIF, PNG, JPEG et le WebP. Alors, attention cependant avec Safari. Le WebP, je vais pas m'étaler dessus, mais en gros, c'est un format d'image qui a été inventé par Google qui fait que vous avez une qualité PNG, mais qui va peser 10 fois moins lourd. Vous pouvez toujours utiliser des PNG. Pour le WebP, c'est juste que le navigateur Safari, pour l'instant, ne le prend pas en compte. Donc, si vous installez du WebP des images en WebP sur votre site, il faut faire attention à ce que quand un navigateur Safari navigue sur votre site, qu'il puisse lui présenter aussi la même version, mais en version PNG. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Vous pourrez chercher sur Google le cas échéant, pour le coup. Poids maximum d'une image préconisée, voilà, 200 kilooctets. Bon, c'est pour que la page charge relativement assez vite.
un petit tips aussi, avant de charger vos images, essayez de la redimensionner, hein. Il y a plein d'outils, hein, Canva, etc. sur Internet, pour à la taille exacte dont elle sera affichée sur votre site Internet en pixels. C'est-à-dire, là, par exemple, je ne sais pas, admettons, là, il y a une page, on imagine que c'est une page Internet, on voit la photo du téléphone juste à côté. Bah, cette image-là, par exemple, si elle s'affichait en 480 par 640, bah, essayez de la redimensionner directement dans ce format-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez l'insérer dans votre page web, généralement avec des outils type WordPress, Wix, tout ce que vous voulez, ça va redimensionner automatiquement. Mais le problème, c'est que pour redimensionner, ça va redimensionner avec un petit bout de code CSS. Ce petit bout de code CSS qui va se générer automatiquement, encore une fois, c'est du poids en plus sur la page. C'est une bonne pratique, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours ça de gagner. Et l'expérience utilisateur est hyper importante aujourd'hui pour Google. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous pouvez. Oui, et juste pour revenir sur ça, tout ce qu'on vous dit là, en fait, le SEO, comme on l'a dit dans la définition, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui emmènent vers le meilleur référencement. C'est Donc, ça, c'est hein. plein de petites choses, en fait, qu'il faut faire pour justement remonter. Alors, vous l'avez compris, le contenu est primordial, donc travaillez d'abord sur le contenu, mais dans tout ce qu'on vous donne, en fait, il y a des ordres de priorité et il y a plein de petites choses à faire pour améliorer son référencement. C'est ça. Donc, tout à l'heure, on avait parlé des attributs alt au départ. Bah, les attributs alt, voilà, c'est ça. C'est ce qui va permettre en fait de donner une description à l'image en fait. Alors, ça sert à la base pour plusieurs choses. Déjà, d'un, ça sert aux moteurs de recherche pour pouvoir identifier une image et ce qu'elle représente. Alors aujourd'hui, les moteurs de recherche enfin, les intelligences artificielles sont de plus en plus fortes pour reconnaître des images, mais ça sert aussi, par exemple, pour les non-voyants. Pour les non-voyants qui, avec leurs outils, quand ils vont passer leur outil sur votre image, etc., ça va lui lire l'attribut alt. Alors oui, c'est un attribut, ce n'est pas une balise, mais on ne va pas jouer sur les mots. Euh, il y a ça. Et aussi, il y a le fait aussi que si jamais, par exemple, votre image n'est pas bien chargée sur le serveur, via votre serveur, par exemple, l'image a un petit problème, elle n'arrive pas à être chargée, et ben, si l'image ne s'affiche pas, ça va afficher ce texte à la place. Ça, on verra le petit logo qui devait y avoir une image et ça affichera le texte à la place. Ça peut éviter des confusions parfois dans certains cas. Insérer une dizaine de mots qui décrivent l'image et puis, si possible, intégrer encore une fois les requêtes principales et les requêtes secondaires. S'y adapter, bien évidemment, comme l'a précisé Christopher, hein. Si on n'insère pas la requête principale, si là ça parle de Ouais. montagne et que ça n'a rien à voir, voilà, on indique ce que c'est par défaut, mais si c'est voyage au ski à la montagne, enfin voilà, et que notre requête principale c'est voyage au ski, ben, on en profite, quoi. C'est ça, voilà, il faut pas surtout pas hésiter à en rajouter un petit peu. Si c'est juste des images décoratives pour votre site, c'est pas obligatoire, mais on essaye d'en mettre partout quand même, c'est toujours bon à prendre. Euh, une fois que vous avez rédigé votre article, que vous avez enfin, vous avez trouvé vos requêtes, que vous avez rédigé votre article autour de ces requêtes, que vous avez respecté les petites règles qu'on vous a données, que vous avez inséré vos images, les balises alt, il va falloir lui donner une URL à cet article ou à cette page. Et bien encore une fois, dans l'URL, le slug d'URL, on le voit très bien dans l'exemple, SEO for Change / modification des règles de Google Ads Grant. Voilà, bah là, on a carrément toute la requête qui est dedans. Donc, on va insérer nos mots-clés importants, donc au moins l'ARP si on peut. On sépare les mots, bien entendu, par des tirets, mais et surtout pas des tirets bas, des tirets hauts, enfin, comme dans l'exemple. On n'utilise que des minuscules. On évite, enfin non, c'est même pas on évite, c'est on ne met pas de lettres accentuées ou de caractères diacritiques, tout ce qui va être euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple? Les pourcentages, Mm. etc. Pas de ponctuation. On remplace et on remplace les apostrophes, les tirets, etc. Euh, pas les tirets, pardon, les apostrophes, les guillemets, par des tirets. Là, on ne l'a pas dans l'exemple, mais euh, si vous avez, par exemple, modification des règles
J'ai pas d'exemple en Ou tête, mais l'autre bon, bref, jour. il y a un L, il doit y avoir un L apostrophe dans la phrase. Soit vous laissez tirer L, tirer votre mot qui vient après l'apostrophe, soit vous enlevez carrément le L apostrophe. Et du coup, vous laissez juste. Il faut qu'on comprenne dans votre slug d'URL, il faut qu'on comprenne en gros de quoi il s'agit dans le slug. Et si possible, y intégrer la requête principale pour que Google aime encore plus ça. Privilégier le trait d'union, je vois dans le chat, oui. Voilà, il faut privilégier ça. Et Pas de mot de transition, mais là, justement, l'exemple montre qu'on a laissé des mots de transition. le mieux, c'est de pas. Le mieux, c'est de les enlever, mais parfois c'est bien de les laisser pour que le slug soit un peu plus compréhensible. Si vraiment votre slug est trop long, essayez d'en enlever un maximum des mots de transition. C'est juste pour éviter d'avoir un slug. Alors, au niveau de la longueur du slug, il n'y a pas forcément de règles. Vous êtes juste bloqué par la règle la règle des navigateurs et de l'HTML qui est de 1000 caractères. Et il faut y aller pour en intégrer 1000 dedans. Mais sinon, il n'y a pas de règle spécifique. Un petit tips aussi pour vos articles, si vous pouvez à l'intérieur mettre au début, si l'article ou si le contenu s'y prête, ajouter un sommaire cliquable qui reprend vos titres et vos sous-titres. Et en fait, vous faites des encres qui vont directement aller pointer dessus, dans l'article. Ça se fait beaucoup. Et ça, notre ami Google aime bien. C'est ça. Il nous reste une bonne dizaine de minutes pour cette dernière partie. On va y aller. On va maintenant parler de technique et popularité en SEO. La popularité, comme vous l'avez compris, qui est aussi la notoriété ou la célébrité, c'est pour ça que je vous disais que c'est parfois un peu compliqué, et on le comprend, pour tout le monde de s'y retrouver, parce que le même mot est utilisé, on utilise 3 mots pour signifier la même chose, est lié principalement au netlinking. Donc, qu'est-ce que le netlinking? On a essayé de le montrer sur le schéma. C'est des sites externes qui font des liens vers votre site à vous. Et donc, une personne est célèbre, pourquoi? Parce que tout le monde parle d'elle. Donc, tous les autres sites font des liens vers votre site. Et l'objectif, en fait, c'est d'augmenter le nombre de liens pointant vers votre site afin d'augmenter la notoriété de votre site. Et plus le site aura donc de liens entrants, plus il sera populaire, plus il sera crédible aux yeux des moteurs de recherche. Et donc, ça va favoriser votre classement dans les SERP. On appelle ça aussi les liens qu'on a sur d'autres sites, les backlinks. Voilà. Donc, c'est ça le netlinking. Comment connaître son netlinking? Donc, il y a plusieurs outils. Il y a Google Search Console qu'on vous a conseillé d'installer. Il y a Ahref Backlink Checker. Il y a Backlink Watch. Il y en a sûrement d'autres. Mais voilà, en tout cas, ceux-là ont une version gratuite qui permet déjà de savoir quels sont les liens quels sont les sites qui font des liens qui pointent vers votre site. En termes de liens, il y a plusieurs types de liens. Il y a le lien DoFollow. Donc, le lien DoFollow, si vous voulez, c'est un lien normal, en fait. C'est un lien qui dit… D'ailleurs, il n'est pas forcément il est DoFollow. Hein, c'est plutôt le NoFollow qui dit ne pas suivre et le DoFollow dit juste de suivre. C'est un lien normal, en fait, qui dit au moteur de recherche, ben, allez, oui, suivez ce lien pour aller visiter ce site-là. Alors que le NoFollow, c'est un lien sur lequel, quand vous créez un lien ou quand le site externe crée un lien vers vous, il dit à Google ou aux autres moteurs de recherche, ne suivez pas ce lien. Donc, le lien DoFollow est bien évidemment le meilleur parce que c'est celui qui dit au moteur de recherche, ben oui, allez voir ce site, alors que le NoFollow dit au moteur de recherche, non, n'allez pas voir ce site. Ce qu'on sait, c'est que malgré tout, les moteurs de recherche les prennent un petit peu en compte, les NoFollow. Mais les plus importants, c'est d'avoir des liens DoFollow. Et c'est ça qui va faire votre notoriété. Et maintenant, là, je te laisse la parole, Christopher, parce que tu avais commencé sur les encres. C'est ça. Tout à l'heure, on parlait des encres de liens. Alors, c'est très important. Bah, l'encre du lien, c'est quoi? C'est le mot qui va remplacer le lien dans la page. Quand vous sélectionnez, si vous avez déjà rédigé du contenu, on peut sélectionner du texte et dire insérer un lien. Bah, ce texte-là, c'est ce qu'on appelle l'encre du lien. Cette encre de lien, elle est importante parce que c'est le mot qui est dans l'encre. C'est vraiment ça qui va vous apporter de la puissance aussi pour Google, de la notoriété pour Google sur cette requête. Donc, par exemple, tout à l'heure, on avait modification Google Ads Grant. Et ben, si quelqu'un avait fait un autre article sur les modifications Google Ads Grant
et que dans son article, il avait mis modification Google Ads Grant et qu'il avait inséré un lien vers SEO for Change, vers notre page, eh bien, voilà, on aura du coup, pour Google, beaucoup plus de popularité et de notoriété sur cette requête. Donc ça, c'est l'encre avec donc on a les exemples, hein, les encres avec correspondance exacte. On peut avoir des encres avec des correspondances partielles. Donc, par exemple, nouvelle règle de Google Ads Grant. Voilà, ça veut dire la même chose. Google va le comprendre pareil. On peut avoir les encres de marque directement. Si par exemple, la personne dans son article avait marqué Google, on parle des modifications Ads Grant sur SEO for Change, bah voilà, il aurait pu mettre SEO for Change et le lien directement vers l'article qui parle de ce sujet. Après, il y a les encres génériques qui est du coup beaucoup moins utile, qui est le cliquer ici. Hein. On évite les cliquer ici dans ces sites. On en voit beaucoup, mais il faut éviter pour le SEO et pour votre maillage interne. On a les encres qui sont directement l'URL, hein, donc c'est qu'il n'y a carrément pas d'encre. Donc ça, c'est pareil, c'est pas terrible. Et on peut avoir aussi des encres directement sur des images, c'est-à-dire que votre image, sur votre image, vous pouvez ajouter un lien. Et ben votre image, alors du coup, ça va être plus la balise Alt du coup qui va faire office d'encre. Donc la bonne pratique, encre de lien succincte, pertinence de la page cible, hein, forcément. Hein, si on parle des nouvelles règles de Google Ads Grant, il ne va pas falloir qu'on envoie un lien vers les pizzas du coin. Et essayer de rester naturel, c'est-à-dire qu'il faut que l'encre du lien, si votre requête principale, c'est pas forcément un mot-clé qui se dit en bon français, eh ben, vous réécrivez ça en bon français pour que ce soit compréhensible, pour que ce soit pertinent et naturel. Donc, on ne suroptimise pas. Voilà. Et en fait, tout ça, ça vous apporte ce qu'on appelle dans le métier du link juice. En fait, ce fait d'avoir du maillage entre les pages de votre site et du maillage via d'autres sites Internet, ça va vous apporter de la notoriété. C'est ce qu'on appelle le link juice. Plus vous en avez, plus vous allez remonter dans les résultats de recherche. Mais attention aux sites qui pointent, qui font des liens. Le but, ce n'est pas d'en avoir plein, c'est d'avoir des sites de qualité, surtout. Si j'ai un lien de qualité, si je peux avoir 100 liens sur des blogs pourris, comme il s'en vend beaucoup sur Internet, attention aux arnaques, ils vont vous vendre 100 liens pour 10 €. N'achetez surtout pas ça, ce sont des sites pourris. Par contre, si j'ai un lien sur le site du gouvernement au .gouv.fr, où là, c'est un site d'autorité publique, et Google le sait, là, par contre, ça en vaut mais 15 000 des liens comme ça. Donc, il faut faire attention aux sites sur lesquels on a des liens. Alors, vous ne pourrez pas tout gérer, mais si vous travaillez votre netlinking, faites attention à ça. Ce qui nous permet de faire la transition sur qu'est-ce qu'un bon backlink. Donc, comme l'a dit Christopher, la qualité du site référent, c'est très important. Donc, il faut que ce soit un site qui soit pertinent par rapport à votre contexte et par rapport même à votre requête, et qui soit, si possible, sur la même thématique ou connexe. Encore une fois, si vous faites des liens, vous êtes une association et vous faites un lien avec la pizzeria d'à côté, ça n'a pas forcément de sens. Sauf si votre association offre des pizzas aux plus démunis. Enfin voilà, là, ça a du sens. Mais voilà, il faut vraiment que ça soit lié et qu'il y ait quelque chose qui soit dans la même thématique. Idem pour les pages, en fait. Il faut aussi possible que la page qui vous envoie le lien ramène sur une page chez vous qui soit dans la même thématique. Idéalement, comme pour les liens en interne, comme pour le maillage interne qu'on a vu tout à l'heure, les liens externes doivent être situés dans le contenu de l'article. Bien évidemment, le positionnement du site référent par rapport aux mots-clés, c'est quelque chose de très important. C'est parce que forcément, si c'est une page qui parle d'un sujet et qui renvoie vers une page qui parle, vous, du même sujet, vous allez donner de la puissance, en fait, à la page sur laquelle vous travaillez. Pour essayer de faire d'expliquer un petit peu mieux, en fait, finalement, quand vous avez un lien externe qui pointe vers votre site, c'est un peu comme si vous aviez un vote, en fait, à chaque fois. Mais sauf qu'on n'est pas dans une démocratie.
il y a des votes qui comptent beaucoup plus que d'autres. Il y a des votes qui valent 1000 votes. Par exemple, vous avez un article, vous avez un lien d'un article sur un journal local, ou même Le Monde. Ben, ce lien-là, il va avoir énormément de poids en fait. Voilà. Encore faut-il, il aura du poids quoi qu'il arrive, mais encore faut-il, si vous voulez vraiment optimiser, qu'il ait une bonne encre et qu'il renvoie vers la bonne page de votre site. Ça, c'est l'idéal. Après, vous ne pouvez pas tout maîtriser, hein. Voilà. Il faut que le lien soit dans la même langue, l'encre pas suroptimisée, et les liens depuis les sites locaux. Par contre, ça marche. Si vous êtes une association locale, faire des partenariats, par exemple, avec d'autres associations locales qui sont situées sur le même territoire, ça peut avoir du sens aussi. Comment analyser la qualité d'un site? On va aller très rapidement. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce que je vous ai dit, pourquoi est-ce que Google, etc., prend des sites comme Le Monde, etc., parce que ça, c'est des sites de qualité. Et dans les associations, il y a aussi des sites qui sont de très grande qualité, bien évidemment. Mais pour analyser ces sites de qualité, il y a aussi des outils qui permettent de voir est-ce que le site est bien, il est bien positionné par rapport aux mots-clés, est-ce qu'il est bien actualisé, et toutes ces choses-là, en fait, vont faire qu'avoir un lien sur ce site-là va être bénéfique pour votre référencement naturel et pour votre SEO. Comment obtenir des backlinks? Alors ça, vous allez me dire, c'est pas forcément évident d'appeler une association confrère ou dans le même coin et de lui demander d'avoir un lien vers votre site. Alors déjà, comme vous l'avez compris, si, c'est quelque chose qui peut se faire, ça peut être dans le cadre de partenariats, vous pouvez mener des actions communes, vous pouvez faire même des communiqués de presse communs, et du coup sur lesquels vous avez des liens qui pointent vers les deux sites. Quelques petits tips qu'on vous donne, notamment dans ce qu'on appelle le link baiting, c'est-à-dire comment on fait pour développer des liens entrants naturel avec un contenu de qualité. Donc souvent, ce qu'il est conseillé de faire, c'est des infographies, des tutoriels, des articles qui abordent des sujets de façon approfondie. Donc là, on ne parle pas d'articles qui fait 30 lignes, hein. On parle d'articles vraiment qui peuvent être repris par d'autres sites Internet, des sujets atypiques, des interviews, etc. Et je vous laisse lire, hein, mais si vous faites du communiqué de presse, potentiellement, vous avez plus de chances d'être repris par la presse, donc d'avoir un article avec éventuellement un lien. Vous pouvez aussi faire des partenariats gagnant-gagnant avec d'autres acteurs. Si vous êtes très fort en réseaux sociaux, vous dites, bah voilà, moi je vais parler de ton association sur les réseaux sociaux. Et en contrepartie, est-ce que tu peux me faire un lien sur cette page-là de ton site internet? Voilà, et se faire référencer auprès des sites officiels, hein, mairie, conseil départemental. Par exemple, je sais que la mairie de Paris, toute association peut être référencée sur l'annuaire de la mairie de Paris. Et là, c'est un annuaire qui est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi vous inscrire sur d'autres annuaires. On ne vous en conseille pas trop les annuaires, il faut vraiment les choisir avec parcimonie. Il y en a très peu qui sont vraiment bien sur Internet, des annuaires. Oui, c'est plus, c'est vraiment si c'est un annuaire qui a une pertinence par rapport à votre domaine. Je te Et laisse. voilà, on va aller vite là-dessus, mais en gros, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir plein de sites qui peuvent vous proposer d'acheter des liens. Justement, ils vont vous dire, vous allez être premier sur Google, n'achetez pas ça. Voilà, point. Passons à la slide suivante, ça va Yes. très vite. En partie technique, on a déjà vu tout à l'heure les balises H1 et HN, vous avez compris, méta, title et description, et image et alt. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois on peut dire que c'est du technique, parfois du contenu. Voilà, mais on l'a déjà vu et on doit aller vite. Les autres éléments techniques à vérifier, la vitesse du chargement. En fait, juste, je devais résumer au niveau technique. Tout ce que vous faites au niveau technique, en fait, doit avoir pour but d'améliorer l'expérience utilisateur. Et si ça améliore l'expérience utilisateur, dites-vous que les moteurs de recherche vont essayer mieux vous positionner. Donc, la vitesse de chargement, elle doit essayer d'être améliorée. C'est un très faible critère de positionnement, mais ça va jouer. Il faut aussi vérifier que votre site soit bien en responsive, c'est-à-dire accessible en version mobile, parce qu'aujourd'hui, la plupart des recherches sont faites en version mobile. Donc, ça, c'est très important. D'ailleurs, le positionnement peut être différent en version mobile et en version desktop. Voilà, parce que votre site n'est pas adapté au mobile. Et au niveau technique, vous devez faire très rapidement quelque chose. C'est deux fichiers importants à mettre à la racine du fichier. Le sitemap, que vous pouvez générer par exemple avec des outils comme Yoast très simplement, et le fichier robot.txt. Voilà. Et faire attention, pas de boucle de redirection, pas de contenu en flash, quoique si, j'en ai encore vu des récemment. Voilà, et pas de lien cassé, soit interne ou externe. Ce que déteste Google, c'est d'avoir des liens dans tous les sens cassés. Voilà, et je te laisse terminer, peut-être Christopher. Voilà, on en avait déjà parlé Ouais. un petit peu, hein, des URL, mais en gros, voilà,
une belle URL, voilà, G Suite basique gratuit association, vous avez compris, pas de mots, que du tiret, etc. Et après, on a le truc avec des symboles dans tous les sens, un truc incompréhensible. On en voit aussi beaucoup, donc il faut faire attention. On ne va pas Et revenir dessus parce que du coup, exactement. on en Exactement. Et reparle, mais n'oubliez voilà. pas que si vos URL sont comme c'est en rouge là aujourd'hui, bah, vous allez pouvoir faire une redirection donc définitive 301, mais c'est quelque chose qui va vous faire perdre des positions au début et qui va vous en faire gagner à terme. Et surtout, n'oubliez pas d'indiquer au moteur de recherche qu'il y a une redirection. C'est ça. Et encore, Google travaille de mieux en mieux là-dessus. C'est-à-dire que quand on fait une redirection, quand on change l'URL de sa page, il ne faut vraiment plus avoir peur de le faire parce que ça le prend de mieux en mieux en compte, la redirection 301. Mais il ne faut pas oublier de la mettre en place. Pareil, avec Yoast, vous pouvez le faire assez facilement. Donc voilà, donc nous Merci. avons terminé. Merci beaucoup, Christopher. Bah, merci, merci. Le sprint est fini, les garçons. Merci beaucoup. Eh bien, malgré le fait que c'était très clair, on a des questions pour éclaircir certains points, voire aller un peu plus loin dans certains cas. Quelques questions qui correspondent à votre première partie, quand on parlait analyse des sites web, plugins, etc. Vous preniez pas mal l'exemple de WordPress et il y a des personnes qui se demandaient si c'était valable également s'ils étaient par exemple sur Jimdo ou Wix. Oui, tout ce qu'on a dit là, c'est valable pour tous les sites, pour tous les types de sites Internet. On a beaucoup parlé de WordPress parce que ça va être la majorité des sites, mais à part les plugins, Oui, malheureusement, voilà, à part qui les plugins. n'existent pas, mais dans la pratique, c'est ça. Très bien. Et on a pas mal eu de questions également sur la partie des balises. Notamment Sophie qui demande pourquoi ne pas mettre en gras les H1 à 6. C'est pas une bonne pratique. La H1, en fait, ça va être considéré comme de la suroptimisation. Les balises H1, donc vos titres 1, titre 2, etc., ils vont déjà avoir une importance supplémentaire dans votre contenu. Donc, si vous rajoutez du gras dessus, ça peut être considéré comme de la suroptimisation. Entre guillemets, ça ne sert à rien et ça ne vous apporte rien et ça peut même être pris, du coup, pour de la suroptimisation. Et il faut éviter, quoi. Voilà. Sophie se demandait également, quand vous disiez un seul H1, est-ce que c'est pour une page, pour un article, à quelle échelle? Tout type de page. C'est-à-dire, si vous avez une page, un article, ce que vous voulez. Par exemple, je redonne l'exemple de WordPress, mais ça peut être aussi l'exemple sur Wix, c'est la même chose, je crois. Vous avez, quand vous écrivez le titre de votre article, eh ben, ça va automatiquement le mettre en balise H1, le titre 1. Eh ben, dans le contenu de l'article, ensuite, ne rajoutez pas d'autres balises H1, passez sur des H2 et ensuite H3, etc. Ensuite, la structure n'a pas trop d'importance, mais c'est quand même mieux que ce soit structuré. Et justement, là, tu réévoquais à la fois H1 et la balise title. Constance voulait bien que tu refasses le point sur la différence entre ces deux aspects-là. Alors, la balise H1, c'est vraiment dans le contenu, c'est-à-dire dans le contenu. Vous avez soit le titre de votre article, soit directement dans le contenu. Ça dépend de la manière dont vous construisez vos articles. Après, je ne peux pas détailler sur chaque CMS, mais c'est l'idée. La balise H1, c'est comme votre document Word. Vous allez avoir votre titre 1, ben voilà, c'est dans le document. Ensuite, il y a la balise title qui, elle, est on va dire que c'est une métadonnée, c'est-à-dire qu'elle ne s'affiche pas directement sur la page web, elle est dans le code de la page web, et c'est ce que Google va lire. C'est Et ce qui du coup, à un s'affiche aussi moment, sur l'onglet en haut. Là. elle va s'afficher. Ensuite, cette balise title, elle va s'afficher dans les résultats de recherche. Et aussi dans Voilà. l'onglet en haut, comme tu l'as dit, Lorraine, effectivement. Voilà. Super, merci. Et dans l'onglet du navigateur, suivant aussi le navigateur que vous utilisez. Suivant. Si c'est Google Chrome, en effet, c'est le cas. Dans la continuité un peu des balises, à propos de la requête principale, Jean-Luc se demande comment travailler la requête principale quand la home page est une page d'actualité. En fait, si votre home page donc, est une home page d'actualité, donc il va reprendre certainement les derniers articles ou les dernières actus, n'hésitez pas, en dessous tout ce contenu, à rédiger un petit contenu de 500 à 1000 mots
c'est vrai qu'on n'est pas trop revenu sur la longueur des contenus, mais si on a 10 000 mots, parce que c'est généralement ce qui revient la moyenne à peu près pour que ce soit efficace, mais si vous pouvez rédiger un petit texte de 500 mots qui va tourner autour de ces requêtes principales et puis avec dedans aussi les requêtes secondaires, etc. C'est un petit truc en plus. Vous le voyez souvent, regardez sur les sites de e-commerce, c'est très souvent le cas. Vous avez les produits et en dessous des produits, vous avez souvent un bloc de texte comme ça. Bah, ça, c'est vraiment pour le référencement naturel. Très bien. Kadougia qui se demande si c'est pertinent d'avoir une seule page statique, ce qui, je pense, fait aussi le pont avec une question de Marine qui demande quid des sites monopages, comment optimiser. Eh bien, il faut arrêter les monopages. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, bon courage. Non, alors si vous pouvez faire plusieurs pages, c'est mieux. C'est mieux parce que du coup, vous allez vraiment sectoriser votre contenu via des pages, justement. C'est pour ça qu'on disait au départ, c'est important, une requête principale égale une page. C'est pour ça que c'est important. Parce que sinon, Google va avoir du mal à positionner votre page de contenu dans les résultats de recherche. Si vous parlez à la fois de vélo, d'avion et de potager dans la même page, alors ça peut, hein, mais ça ne pourra pas être des requêtes principales. Après, une autre technique aussi consiste potentiellement à avoir un site one page et avoir un blog en fait dans ce site. Du coup, le blog avec plein d'articles qui parlent de sujets différents. C'est ça. Voilà. Mais effectivement, penser qu'on peut être bien référencé sur Google en n'ayant écrit qu'une seule page, c'est un leurre. Faut être franc, hein. Les sites qui sont bien référencés ont généralement beaucoup plus de pages. Et donc, la technique est d'avoir le one page, mais d'avoir dans le one page un accès vers un blog, vers son blog qui soit sur le même URL, bien évidemment, et là sur lequel vous rédigez des pages de contenu avec vos différentes actualités, éventuellement, les choses que vous faites, ou même vos prises de position, etc. Et comme ça, vous allez bien pouvoir vous référencer sur ces sur les mots-clés que vous allez définir pour chacune de ces pages. Je quitte un petit peu les sujets purement techniques pour aller plus sur du contenu, avec notamment Laetitia qui se demande en termes d'efficacité sur le référencement sur le contenu, est-ce que l'écriture inclusive peut être contre-productive? Malheureusement, oui. Ça marche. Google ne sait pas encore le lire. Ça viendra peut-être un Et jour. Mais en peut-être, effet, voilà. voilà. Après, vous pouvez anticiper, mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est le problème Il a déjà du mal à d'être comprendre le précurseur. français. Ouais. Alors, l'écriture inclusive, on va lui laisser un peu de temps encore. Ça peut, si vous pouvez et que ça vous tient à cœur, faites-le. Faites-le. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. Si vraiment vous voulez écrire en écriture inclusive, faites-le. De toute façon, c'est pas comme si vous alliez avoir. Enfin, en plus, il y a différentes écritures inclusives, mais c'est pas à chaque mot qu'on va avoir de l'écriture inclusive. Mais voilà, c'est pas la meilleure pratique en SEO malheureusement aujourd'hui. Ça a le mérite d'être clair. Deux questions qui se rejoignent de la part de Delphine et Rémi en ce qui concerne les réseaux sociaux, qui se demandent si les réseaux sociaux sont considérés comme un autre site, quand vous le disiez pour les liens externes, et plus globalement, les liens en provenance de ces réseaux-là, quelle importance? Faible, hein. Quasiment nada. Ouais. Okay. Très faible. Quasiment nada, sinon ce serait trop facile. Et Google, ça fait longtemps qu'il a enlevé tous ces sites-là, tous ces réseaux sociaux-là, type Facebook, Twitter, etc., qui peuvent être des gros spams de liens, du coup. Et d'ailleurs, sur ces sites-là, les liens sont en nofollow, du coup. Mais malheureusement, ça ne compte pas. Vous pouvez avoir 1 million d'abonnés sur Instagram. Ça ne vous donnera pas plus de popularité dans Google. C'est un autre canal d'acquisition. Ça peut être un autre canal d'acquisition de trafic, mais pas pour le SEO. Ou demandez à vos abonnés qu'ils fassent des liens vers votre site. C'est ça, de leur site web. De leur site web. Mais du coup, de leur site web, pas de leur page, pas de leur page Instagram. Facebook ou Instagram. Il faut être clair dans sa demande. Une question de Laurence par rapport à cette histoire de maillage anarchique. Est-ce que, en gros, c'est perdu d'avance si leur site est en maillage anarchique? Est-ce que c'est optimisable à la marge? Est-ce qu'il faut plutôt recommencer de zéro? Quel conseil quand on est face là à date à un site en maillage anarchique?
eh bien, il va falloir travailler dur, mais non, non, c'est faisable. C'est faisable. Vous reprenez l'outil, si vous avez moins de 500 pages, c'est gratuit. Screamfrog, que vous aurez dans le PowerPoint, hein, dans les outils qu'on donne au départ. Vous faites une petite recherche Google, affichez mon maillage interne avec Screaming Frog, vous allez trouver plein d'articles, encore une fois, qui en parlent. Et qui plus est, qui vont être bien référencés, je l'espère, si leur contenu est pertinent par rapport à ça. Mais du coup, ça va vous expliquer la petite démarche à suivre pour arriver à ces petits schémas qu'on a. Et ben en fait, ces petits schémas-là, ils vont vous indiquer voilà, les pages où peut-être qu'ils reçoivent trop de liens ou pas assez, etc., ou les niveaux. Et ben du coup, vous allez retirer des liens dans certaines pages, en rajouter dans d'autres, etc. Et vous allez refaire le test à chaque fois. Vous allez refaire le test. C'est très simple à faire, hein. Mais vous allez refaire le test à chaque fois jusqu'à avoir un maillage qui soit beaucoup mieux structuré. Mais non, non, c'est faisable. C'est faisable. J'en Oui, fais quasiment tous les jours. et puis en termes de SEO, n'oubliez pas que travailler d'abord le contenu, le maillage, c'est bien, mais on est déjà dans la bonne Oui. optimisation quand on est dans le maillage interne, hein. Si déjà vous avez du netlinking qui est bien et du contenu qui est bien, et que vous avez toutes vos méta, etc., vous êtes déjà bien avancé dans la démarche. Là, c'est vraiment dans l'optimisation quand on veut vraiment aller encore plus loin. C'est ça. Par rapport aux réseaux sociaux, il y a entre autres Blandine et Vanessa qui ont eu la même idée à peu près en même temps, à demander si un social wall, c'était bien pour le référencement, voir est-ce que c'était pris en compte tout court du coup ou pas. Pour moi, il n'y a Ça, pas après, d'impact. c'est pas spécifiquement, non. Enfin, quand on dit un social wall, c'est sur la page internet, Je pense que c'est son dans ton site, ouais, quand ça dans le remonte les contenu. mentions de ton. Ouais. Pas Ça, sur le après, site. c'est du marketing, mais ça rentre, ça a pas d'importance Non, mais en pour le termes de SEO. SEO, non, justement. Ok, Ouais, non. donc c'était la question. Ouais. Aussi, un autre type de ressources éventuellement à mettre sur son site en ce qui concerne les vidéos. Et Jean-Luc demande si l'intégration de vidéos, est-ce que ça améliore le référencement? Oui. C'est comme, alors c'est vrai on en a pas beaucoup parlé. Si vous avez du contenu vidéo intéressant à embarquer si vous rédigez une page web ou un article, oui. Alors, si possible, essayez d'embarquer la vidéo, par exemple, sur YouTube. Et ensuite d'intégrer la vidéo YouTube en fait directement sur le site plutôt que de l'intégrer dans le site pour des questions de chargement, encore une fois. Parce que là, c'est YouTube qui va qui va se charger de télécharger la vidéo et pas directement le site web. Donc, vous gagnerez en performance. Sur ce point-là, si la vidéo est pertinente par rapport au contenu de l'article, oui, ça peut aider. Ça peut aider un petit peu. Et de plus en plus, on voit, enfin du moins, là on rentre dans les, je disais tout à l'heure 80% de véracité, 20%, là on est plus dans les 20%. On voit de plus en plus dans les SERP, dans les résultats de recherche, du contenu vidéo. Vous avez déjà fait le test, vous faites une recherche, ça va vous présenter des vidéos. On en voit de plus en plus. Au départ, Google présentait principalement des vidéos qui étaient sur YouTube. Maintenant, et il vous emmène, quand vous cliquez dessus, il vous emmène sur YouTube. Maintenant, au lieu d'emmener directement sur YouTube, Google est sympa, il vous emmène sur la page dans laquelle la vidéo est embarquée. Donc, potentiellement, ça peut être votre page web. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Ça peut être un truc supplémentaire. Très bien. Marie-Annick se demande quant à elle, quelle est l'influence des avis Google sur le référencement? Alors, a priori, alors là, on est dans les 20% aussi encore. Ouais. Alors après, si c'est trop Officiellement, complexe, non. étant donné qu'on est dans les 5 derniers pourcents du webinaire, vous pouvez aussi le dire, hein. Moi, je le Voilà. relais comme une fleur, mais Alors, officiellement, non. ok. Officiellement, Google a toujours dit les avis Google, nous, peu importe, ça n'influe en rien, même sur le positionnement dans Google Maps, etc. Ça se vérifie parfois, mais on a des cas de figure où ça s'est vérifié, ou quand on a amélioré l'e-réputation finalement de la société ou de l'association, ça s'est quand même un peu mieux passé au niveau du SEO derrière. Donc, de toute façon, globalement, faites attention à votre e-réputation. On n'est plus dans le SEO, mais c'est important parce que si des gens font des recherches sur votre société, enfin votre association dans ce cas-là, c'est important qu'ils ne trouvent pas d'avis. Enfin, il peut toujours y avoir des avis négatifs, s'ils sont pertinents, tant mieux. Mais
soignez votre réputation au maximum, quoi. C'est ça le truc. Mais après, en principe, non, ça n'a pas une énorme influence. Mais s'il y a trop de mauvais avis sur plein de sites différents, c'est pas un C'est pas bon non plus. un bon marketing, quoi. Oui, Et puis Google, au-delà du on a vu que SEO, Google, il prenait quand même part un petit peu. c'est ça. Le SEO n'est qu'une partie de l'iceberg, mais dans tous les C'est cas, ça. globalement, ça ne va pas aider, je pense. Ouais. Voilà. Une petite question de la part de Sophie qui prend l'exemple du cas de son association qui vont mettre en ligne leur nouveau site internet et souhaiterait du coup en fait que le précédent soit plus du tout référencé, qu'il soit vraiment supprimé. Quelle est la manipulation à faire? Euh, Alors, ça dépend. Plein de choses. Ça dépend, mais ça va se passer sur la Google Search Console. Si le site était, était déjà, euh, si vous aviez déjà installé les balises Search Console, etc., vous avez un onglet spécifique qui indique que votre site web, vous cherchez un petit peu, mais vous allez trouver, qui indique que votre site web a changé d'adresse. Vous pouvez le faire directement. Comme ça se fait. En plus, ça se fait super rapidement aujourd'hui. Vous pouvez le faire directement. Si ce n'est pas le cas, vous faites au niveau de votre fournisseur de nom de domaine, vous faites une redirection de l'ancien nom de domaine vers le nouveau. Et toutes les autres pages, c'est-à-dire que les pages et les slugs, vous renvoyez tout directement sur votre homepage. Attention cependant, enfin la homepage du nouveau site. Attention cependant, si vous aviez des backlinks qui pointaient vers votre site web, donc vers des pages spécifiques, ne faites pas ça. Repointez les articles correspondants vers les articles du nouveau site, enfin vers l'article correspondant du nouveau site avec le nouveau nom de domaine. C'est important parce que sinon vous perdez quasiment tout le jus tout le link juste en fait finalement du backlink que vous aviez. Donc si vous en aviez des intéressants, du coup vous les perdez, c'est un petit peu bête et du coup au niveau référencement ça va pas bien se faire. Mais en principe aujourd'hui, si vous aviez déjà fait la Search Console, que vous indiquez à Google que vous changez de nom de domaine, ça fonctionne plutôt bien. Officiellement, ça fonctionnait déjà, mais encore une fois, sur certains cas, on a vu que ça a un peu pédalé dans la semoule pour que Google remette les positions correctement. Mais ça, voilà. Mais sinon, c'est soit redirection, soit vous indiquez directement à Google, voilà, j'ai changé de domaine et vous refaites l'inscription du site, bien entendu, sur la Google Search Console avec les petites balises installées texte dans les enregistrements DNS de votre nom de domaine. Ou alors avec Google Sitekit si vous êtes sur WordPress. On arrive à échéance du webinaire. Je ne sais pas si éventuellement, aucune obligation, il vous reste 5-8 minutes Moi, c'est lesquelles vous bon. pouvez déborder. Alors, Allez. comme c'est probablement pas le cas de tout le monde, je vais déjà remercier tous ceux qui doivent partir et d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. Je vous le disais dans le chat et on vous remettra le lien aussi dans l'email post-webinaire, mais on organise un prochain webinaire dans la continuité sur ces sujets-là, mais sur cette fois-ci le référencement payant avec Google AdGrants le 24 mars. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter notre page agenda si vous voulez avoir le panel entier des possibilités, des cordes à votre arc. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. On continue encore 5 grosses minutes alors. Notamment, Christopher, tu réévoquais la Google Search Console. Et c'est justement une question que Simone se posait qui n'était pas au clair en fait, sur la différence des rôles entre Google Analytics et la Google Search Console. Google Analytics, il va vraiment prendre en compte tout le trafic de votre site. Et vous allez pouvoir détailler le trafic en fonction des zones géographiques. Enfin, si vous avez déjà utilisé Google Analytics, vous pouvez avoir un certain nombre de données. La Search Console, elle va vous donner un bout du trafic, mais un bout du trafic seulement via la recherche organique, donc via les recherches Google en résultats naturels, donc gratuits. Mais ce qui nous intéresse dans la Search Console surtout, c'est que la Search Console elle va aussi nous envoyer des alertes. Si par exemple, il y a une page qui est présente dans le sitemap, quand vous allez aussi l'envoyer à Google. Vous allez aussi dire à Google, voici où se trouve mon sitemap sur mon site. Donc, Google va récupérer toutes les URL. Et par exemple, sur ces URL, parfois, il peut y avoir des pages qui ne fonctionnent plus. Google va vous envoyer une alerte. Attention, vous nous avez envoyé une page à indexer, mais
elle ne fonctionne pas. Réparer le problème ou supprimer la page, etc. etc. Ça va vous donner plein d'indications qui vont vous aider sur les référencements naturels. Ils essayent d'améliorer l'outil un maximum. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience utilisateur. Ça va aussi vous donner des résultats si vous avez un petit peu de visite, parce qu'il faut quand même qu'il ait un peu de cookies, un petit peu de data pour fonctionner, ce truc-là, mais ça va aussi vous donner la vitesse des pages en fonction des utilisateurs, etc. Donc, ça peut être important. Mais la Google Search Console sert vraiment à connaître son indexation. C'est-à-dire, là, on ne parle même plus de positionnement, etc. C'est vraiment de savoir quelles pages de mon site sont bien indexées dans Google, donc sont potentiellement trouvables en faisant une recherche Google. Voilà à quoi sert la Search Console. Vous avez la même chose sur Bing, si vraiment vous voulez aussi bosser sur Bing. Vous avez le Bing Webmaster Tool, qui est la même chose que la Search Console, mais pour Bing. Super. Question claire de Laure, réponse rapide de l'un de vous deux. Pour les attributs alt, faut-il faire une phrase entière ou séparer plusieurs mots par une virgule ou un tiret? Pas les virgules. Les tirets, c'est possible, mais le mieux, c'est de faire une phrase entière. Ouais, il n'y a pas. Faut que ce soit compréhensible. Dites-vous qu'il y a un robot qui va le lire et potentiellement une personne non-voyante, et potentiellement, c'est une phrase qui va s'afficher si l'image ne fonctionne pas. Voilà. Ça marche. La mention est revenue plusieurs fois, notamment de la part de Yves, à propos des sites conçus sur Google Sites. Là, du coup, comment améliorer le SEO, mais en gros, pour savoir si ça concerne aussi, si vos conseils concernent aussi le Google Site. À Google Sheets, ça reste du one page. Donc, Ouais, on est sur la même problématique que tout à l'heure. Après, Google Sheets, on peut pas intégrer de contenu dedans. Donc, vous n'allez pas pouvoir écrire des articles. Enfin, vous pouvez, mais c'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment d'utilité. Après, on peut référencer un site Google Sheets en fonction de mots-clés peut-être hyper précis ou au moins le nom de votre association ou de votre marque. Mais c'est moins évident quand même. C'est moins évident. Si on n'a pas ce système après de plusieurs pages avec plusieurs contenus pour les requêtes, etc., c'est un peu plus complexe. Malheureusement, les Google Sites, c'est pas idéal pour l'optimisation. Ça marche. Clarification à nouveau sur le sujet des balises. Marion qui se demande un titre SEO. Est-ce la même chose que la balise title? Alors, je suppose que c'est un terme dans l'outil qu'elle utilise. C'est en fait, quand on dit le titre SEO, généralement, on parle de la balise title en règle générale. Mais voilà, c'est en gros, d'ailleurs, je crois que c'est comme ça que Yoast l'appelle d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Je crois il marque Voilà, titre c'est peut-être ça. SEO, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça. Dans Yoast SEO, dans WordPress, il l'appelle titre SEO. En fait, c'est ce qui va s'afficher dans les résultats de recherche. Le titre de l'article, il va s'afficher dans les résultats de recherche. Donc c'est très, très, très important. Ouais, il s'appelle SEO Title, ouais. Ouais, voilà, donc c'est ça, oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais en gros, ces titres SEO, c'est un peu une hérésie de marquer ça, mais voilà, c'est ce qu'on appelle si on codait le site à la main, on appellerait ça une balise title, en fait, parce qu'elle se trouverait entre deux balises title, tout simplement. Il y a eu débat un peu tout à l'heure dans le chat et la conclusion, comme d'ailleurs tu le disais Christopher, était bel et bien que mieux valait mettre des traits d'union pour les titres des images comme pour les URL, etc. Cela étant, quelqu'un qui souhaite éclaircir pourquoi privilégier le trait d'union, donc le trait du 6 plutôt que celui du 8. Ah, eh ben ça, je vous le dirai la prochaine fois. Non, je rigole. Vous avez, Après la pub. pour l'IA Google et pour tous les autres moteurs de recherche d'ailleurs, le tiret du bas, c'est considéré comme comme s'il n'y avait rien. Donc, si vous marquez vélo rouge avec un tiret du bas entre les deux, ça sera considéré comme un seul et même mot. Parce que ça peut avoir son utilité en fait dans certains cas très particuliers, mais ça peut avoir son utilité que des deux mots soient considérés comme un seul pour une URL, dans des cas très particuliers, encore une fois. Mais c'est pour ça que pour bien séparer les mots, on utilise le trait d'union et pas le trait du bas qui est considéré comme rien. Voilà. Ça marche. Eh bien, on va terminer avec une dernière question de la part de Catherine
qui revient sur cette histoire de balises en gras, etc. et qui demande si vraiment c'est important de ne pas mettre ces titres en gras. Non, c'est... Oui, ça mais non, insiste, hein. non, mais oui. On veut mettre absolument son titre en gras. Alors, au pire, dans le pire des cas, ce que vous faites, si vous voulez vraiment le mettre en gras pour des questions esthétiques, parce que je pense que là, ça C'est doit être clairement ça. ça. C'est Voilà. clairement ça. Pour des questions esthétiques. Alors, si vous pouvez, si vous savez le faire, mettez-le en gras. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait précisé balise strong, qui est en fait la balise HTML pour mettre un contenu en gras. Mais vous avez aussi le moyen de mettre en gras du contenu avec du code CSS. Mettre en gras du code CSS, avec du code CSS, c'est largement possible. Vous avez toute la documentation si vous voulez y arriver, encore une fois, sur Internet. Hein. Mozilla a tout son Il y a catalogue même des CSS. polices qui sont bold par défaut, en fait, enfin, qui apparaissent comme gras par défaut. Donc. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est juste on va juste rajouter un petit truc bold sur un mot ou un contenu spécifique. C'est possible. Si possible, faites comme ça. Sinon, en gros, vous mettez, je ne vais pas détailler le code CSS là ici, mais en gros, vous pouvez le faire comme ça, le cas échéant. Si vraiment, vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne savez pas le faire du tout en CSS, etc., et que vous voulez absolument le mettre en gras, mettez-le en gras. C'est pas grave. C'est pas hyper grave. De toute façon, vous faites bien ce que vous voulez. Après, non, mais c'est dans le sens où vous n'allez pas être déréférencé par Google à cause de ça. Faut bien se dire une chose aussi, c'est que il y a plein de sites qui sont premiers dans les résultats de recherche qui n'ont même pas 20% des optimisations dont on a parlé ici. C'est juste la notoriété du site en question qui fait que Google va le présenter en premier. Mais vous n'avez pas forcément cette notoriété-là. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour y arriver. Après, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ou que vous faites des choses qui sont un petit peu contraires à ce que vous avez déjà, tant pis, malheureusement, mais c'est comme ça. Il n'y a jamais de site 100% optimisé de toute façon. Mais si vous voulez le faire pour vraiment des raisons esthétiques, cette histoire de balise title en gras, vous pouvez le faire. Attention à la suroptimisation. Si ce n'est pas partout, si c'est sur une ou deux pages, ça va. Si c'est partout, tant pis, mais c'est moins bien. Ça marche. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Mais c'est pas grave, vous n'allez pas être pénalisé par Google par ça, en tout cas. C'est pas l'optimisation la meilleure, mais vous n'allez pas être pénalisé pour ça. Je suis désolée parce que je vais faire ma coach sportive sur ce coup-là. Je vous ai fait croire que c'était la dernière fois, puis je vais quand même en poser une vraie dernière cette fois. Moi j'ai le temps. Parce que je trouverais ça dommage en fait de laisser partir quelqu'un justement en n'ayant rien compris, comme il dit. Un spectateur anonyme en l'occurrence qui revient sur ce sujet de valise, pas du tout, moi aussi je fatigue, de balise, et qui dit concrètement pour les balises, cela concerne uniquement les sites que l'on code. Il faut donc être un peu initié au codage pour s'en servir ou je n'ai rien compris. Alors, oui et non. En fait, les balises, vous les retrouvez dans la plupart. Ces balises-là, vous les retrouvez dans la plupart des outils de création de sites Internet qu'on retrouve aujourd'hui. Encore une fois, WordPress, Wix, Joomla. J'en oublie certainement Webflow, etc. Ouais. Page 29, sinon, de notre PowerPoint, il y a l'explication, les balises, comment on le fait avec Yoast SEO. C'est ça. Et c'est même pas Yoast, c'est directement l'éditeur. Oui, nous, c'est sur Drupal. L'éditeur WordPress directement, où vous avez titre 1, titre 2, et ça va automatiquement vous les mettre en H1, H2, H3, etc. Si vous regardez, si vous êtes sur WordPress, vous avez le petit onglet à côté de votre contenu, visuel ou texte. Et en fait, quand vous avez visuel, vous êtes vraiment dans le visuel. Et si vous calez un texte en H2 ou H3, après, quand vous allez dans texte, vous allez voir qu'il y a des petits crochets avec marqué H3 et /H3 à la fin, entre le début et la fin du contenu. Voilà, ça va vous ajouter une petite balise. Mais voilà, c'est juste pour titrer et sous-titrer en fait vos articles pour le structurer. Pour l'expérience utilisateur, c'est important. Mais du coup, c'est loin de concerner que ceux qui codent eux-mêmes en termes de bonnes pratiques. Non, ça concerne tous les sites. Généralement, c'est marqué titre 1, titre 2, titre 3. C'est rarement marqué H1, H2. Il n'y a que sur Webflow, je crois que c'est marqué H1, H2 directement. Mais sur Wix et WordPress, en tout cas, c'est marqué comme ça. Après, si vous avez un site code à la main, là, il va falloir les faire vous-même, en effet. Mais du coup, vous savez de quoi je parle, en principe. Très bien. Et vraiment un grand merci à tous les deux et à l'association SEO for Change
dans sa globalité. Je pense pouvoir parler au nom de pas mal de nos participants dont j'ai vu les petits mots passer pour dire que c'était très clair, quand bien même un sujet complexe. Donc, et aussi, ils en ont conscience qu'il y a du boulot. Et voilà. Mais une fois de plus, ça tombe bien. Replay et support de présentation seront à votre disposition dans notre centre de ressources. Vous aurez qui plus est le lien par mail si vous n'arriviez pas à le retrouver par vous-même. Donc voilà, on vous envoie ça en général sous 2 jours ouvrés. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à bientôt et à un prochain webinaire avec plaisir. Au revoir à tous. Merci, au Merci revoir tout le beaucoup. monde. Au Salut, revoir. au revoir.